À 73 mètres de profondeur et à 96 km au large des côtes du New Jersey, des plongeurs ont découvert un sous-marin allemand intact, sans nom et absent de toutes les cartes. Parmi les sédiments est apparu un couteau portant un nom gravé, Orenburg, et des années plus tard, une plaque métallique fixée à un générateur a dissipé l'énigme, U-869. Cette découverte contredisait un demi-siècle d'archives qui situèrent sa perte près de Rabat. Le contexte ne concordait pas. À l'automne 1944, le U-869 était parti opérer au sud-est de New York et le 11 février, les escortes du convoi CU-58 avaient attaqué un contact au Hedgehog, un mortier anti-sous-marin qui explose à l'impact. L'affaire fut classée G sans dommage. Sans débris visibles, le dossier fut enseveli sous les suppositions. C'est ici que s'ouvre le conflit, une épave identifiée dans l'Atlantique occidental et un dossier officiel qui la situe en Afrique. Deux versions d'une même fin qui ne s'accordent pas. Qui a réellement coulé le U-869? Pourquoi cette attaque a-t-elle été enregistrée comme sans dommage? Que s'est-il exactement passé cette nuit de février 1945? U-869, cap sur New York. À l'automne 1944, la guerre sous-marine allemande ne ressemblait plus en rien à ces années dorées. L'Atlantique était devenu un champ de mines technologiques alliées, sonar ASDIC, radar air-mer et tactiques anti-sous-marines coordonnées réduisaient au minimum les chances de survie d'un U-boot en patrouille. Pourtant, le haut commandement allemand continua d'envoyer des sous-marins à long rayon d'action avec un objectif précis, provoquer des interruptions ponctuelles sur les routes d'approvisionnement qui alimentaient l'effort de guerre allié. Dans ce contexte entra en scène le U-869, un type 9 C/40 océanique de 76 mètres, lancé à Brême et mis en service en janvier 1944 sous le commandement du capitaine-lieutenant Helmut Neuerburg. Conçu pour opérer loin et durant des semaines, il était équipé de moteurs diesel et électriques, de 6 tubes lance-torpilles, 4 à l'avant et 2 à l'arrière, de 22 torpilles et d'un canon de pont de 105 mm. En octobre 1944, il reçut en outre un Schnorchel, un tube permettant de recharger les batteries grâce au diesel en navigation à l'immersion périscopique sans faire surface complètement, un avantage crucial à une époque où l'aviation ennemie dominait le ciel. Après des mois d'entraînement au sein de la 4e flottille, le U-869 fut déclaré prêt au combat à la fin de 1944. Il appareilla avec un équipage complet de 56 hommes et suivit l'itinéraire habituel afin d'éviter des risques inutiles au départ. Kiel, puis Horten et Kristiansand en Norvège avant le saut vers l'Atlantique. Le 8 décembre 1944, il quitta la côte norvégienne pour entamer sa première patrouille de guerre avec un ordre clair, se diriger vers le sud-est de New York où des convois faisaient encore route vers l'Europe. La mission était dangereuse, mais répondait à une logique qui avait déjà fonctionné en 1942 lors de l'offensive contre le trafic au large des États-Unis. Sauf qu'en 1945, cette même côte était, pour un sous-marin allemand, un endroit où la marge d'erreur était infime. Le problème apparut avant même que le U-869 n'atteigne sa zone assignée. Neuerburg choisit une route inhabituelle. Au lieu de traverser la mer du Nord et de longer le sud de l'Angleterre, il opta pour un contournement de l'Islande par le nord. Ce détour pouvait accroître les chances de franchir le dispositif anti-sous-marin sans être détecté, mais il allongeait aussi les délais et ouvrait une fenêtre durant laquelle Berlin pouvait modifier le plan alors que le sous-marin était en transit. Et c'est exactement ce qui se produisit. À la fin décembre 1944, le BDU, Befehlshaber der Unterseeboot, le commandement central de la flotte sous-marine, décida de rediriger la patrouille vers la zone de Gibraltar, probablement pour renforcer les opérations dans l'Atlantique oriental ou l'environnement méditerranéen. La clé du mystère tient au fait qu'il n'existe aucune preuve que le U-869 ait reçu ce changement de cap. Durant ces jours, les communications furent irrégulières et, à terre, l'incertitude grandit à chaque message resté sans réponse. Les 29 et 30 décembre, le BDU demanda confirmation du passage vers l'Atlantique sans obtenir de réponse. Le 1er janvier 1945, il sollicita de nouveau un rapport de position. Silence encore. Le 3e janvier, le haut commandement notait déjà une anxiété considérable face à l'absence de contact.
Dans un tel contexte, le silence pouvait signifier plusieurs choses. Discipline pour ne pas se dévoiler, problème technique ou simple absence de portée radio. Il est certain qu'au même moment, les Alliés interceptaient et déchiffraient une grande partie du trafic allemand et que le renseignement naval américain déduisit au début janvier qu'un U-boot se dirigeait vers la zone de New York, déclenchant des mesures pour le traquer. Le 6 janvier 1945, le U-869 rompit le silence par un message de position. Il se trouvait à environ 600 milles au sud-ouest de l'Islande, progressant dans l'Atlantique Nord. Ce fut le dernier message connu. À partir de là, le sous-marin disparut des échanges avec sa base et sa trace devint administrative. Faute de confirmation, le BDU supposa que l'ordre de se diriger vers Gibraltar avait été reçu. Cette supposition, apparemment raisonnable sur une carte, devint la graine d'une erreur qui, pendant des décennies, paraîtrait indiscutable. Au fil des semaines, les éléments révélés bien plus tard dessineraient un scénario inverse. Neuerburg aurait poursuivi le plan initial vers la côte américaine. En février 1945, le U-869 serait entré dans les eaux au large du New Jersey, précisément dans le couloir d'approche des convois transatlantiques quittant New York pour l'Europe. Le renseignement naval des États-Unis estima d'ailleurs avec précision que ce sous-marin ennemi atteindrait cette zone au début février. Mais le U-869 ne transmit plus et ne revint jamais. La Kriegsmarine perdit définitivement le contact le 11 février 1945. Sans survivants ni communications ultérieures, le submersible fut officiellement déclaré disparu. À la fin de la guerre, les Alliés entreprirent un travail à la fois minutieux et vulnérable, associer chaque U-boot perdu à une action anti-sous-marine enregistrée. Dans le cas du U-869, ce processus cristallisa une version conforme à l'hypothèse dominante à Berlin. Si le sous-marin avait été détourné vers Gibraltar, alors sa fin devait être recherchée dans l'Atlantique oriental. Et un épisode, par sa date et sa géographie, semblait clore le dossier. Le 28 février 1945, près de Rabat, le destroyer d'escorte USS Fowler, aux côtés du chasseur de sous-marins français l'Indiscret, attaqua un contact submersible à l'ouest des côtes marocaines. Le Fowler utilisa le Hedgehog, un mortier anti-sous-marin lançant des salves de petites charges conçues pour n'exploser qu'en cas d'impact avec la cible, complétées par des grenades sous-marines conventionnelles depuis le bâtiment français. Les rapports mentionnèrent des bulles et peut-être une nappe de diesel, mais ne décrivirent aucun débris solide confirmant la destruction. En pleine guerre, l'absence de preuves matérielles n'était pas inhabituelle. Les contacts, attaques et revendications s'accumulaient dans un océan où l'ennemi disparaissait souvent sans laisser de traces visibles. Pourtant, un élément est décisif. Dans un premier temps, le renseignement naval américain classa cette attaque G sans dommage, c'est-à-dire sans confirmation d'impact. L'après-guerre réécrivit cette appréciation. En réévaluant d'anciennes actions, le comité allié éleva l'épisode du Fowler au rang B, probablement coulé, faute d'une explication meilleure pour la disparition du U-869. La logique était froide. Un sous-marin non rentré, un contact attaqué dans la zone où il était supposé se trouver, et un rapport comportant des indices compatibles. Ainsi s'établit pendant des décennies une vérité officielle. Le U-869 aurait été perdu le 28 février 1945 au large du Maroc par l'action du Fowler et de l'Indiscret. Cette version fut reproduite dans les listes historiques, les archives et les publications, fixant une tombe sur la carte à des milliers de kilomètres de l'endroit où reposait en réalité la coque. Cette version marqua également ceux qui n'avaient pas accès aux débats techniques ni au comité d'évaluation. Pour les familles des 56 membres d'équipage, le U-869 devint un nom dans un registre de « Missing in Action », puis, avec le temps, une absence confirmée sans coordonnées précises, parfois résumée par une localisation générique près de Gibraltar. Dans le monde occidental, l'explication se solidifia. Dans les musées, les compendiums navals et les références de la guerre froide, l'affaire semblait close. Pourtant, même au sein de l'histoire officielle, des fissures subsistaient. Elles furent simplement archivées. L'attaque du Fowler ne produisit jamais de preuves matérielles concluantes, et certains participants exprimèrent des doutes dès le premier jour. Le commandant de l'USS Coiner,
qui rejoignit l'opération près de Rabat, envisagea la possibilité qu'ils aient attaqué une épave déjà coulée au fond et non un sous-marin opérationnel. Après les premières charges, le contact cessa de bouger et, la nuit tombant et un convoi s'éloignant, les navires mirent fin à la recherche sans verdict définitif. Le brouillard de la guerre suffit pour qu'une interrogation soit enterrée sous une étiquette de probabilité. Dans les années 1990, des voix commencèrent à examiner le dossier avec méfiance. L'historien naval allemand Axel Nistle, spécialiste des pertes de U-boots, releva des incohérences et, en janvier 1994, formula une hypothèse qui contredisait frontalement un demi-siècle de certitude. Le U-869 aurait pu être perdu près de New York, possiblement à la suite d'un incident interne lié à une torpille, y compris l'éventualité d'une torpille revenant vers son lanceur, avec un naufrage autour du 11 février 1945. Nestlé travaillait à partir d'archives alliées déclassifiées et suivait également des rumeurs persistantes dans la communauté de la plongée technique. En 1991, une épave de U-boot aurait été détectée officieusement dans les eaux du New Jersey sans identification concluante. En croisant les données, Nestlé constata que presque aucun sous-marin disparu ne correspondait à cette découverte, hormis le U-869. Un détail change radicalement la lecture du dossier. En pleine guerre, le U-869 n'existait pas comme U-869 pour les centres de suivi alliés. Dans les salles de l'Admiralty et du Comanche, le commandement de la marine des États-Unis, il n'était qu'une trace codée, le bigramme OI. Et dans cette correspondance interne fut consignée la fissure qui permettrait plus tard au dossier de se tromper durant des décennies. Le 22 janvier 1945, l'Admiralty reconnaît que le mouvement de OI est singulier, mais décide néanmoins de le tracer en supposant qu'il fait route vers Gibraltar et demande explicitement comment cet ordre lui a été transmis. Il évoque même une possibilité dévastatrice pour toute vérité officielle. Que le sous-marin ait continué à agir selon ses ordres initiaux et que le commandement ait supposé, ou admis, que OI n'avait pas reçu le message de changement de zone. Le même jour, le Comanche répond que la situation est confuse et ajoute un élément typique de la guerre du renseignement. Ultra, les interceptions britanniques déchiffrées de communications allemandes, suggèrent un tableau qui ne correspond pas entièrement à Gibraltar. Pourtant, le commandement admet qu'il continuera à travailler en supposant la route vers la zone assignée jusqu'à clarification. Et le 29 janvier, le Comanche introduit une autre explication techniquement plausible et narrativement fatale, une erreur de chiffrement ou un garble, un message corrompu lors de la transmission, aurait pu produire une lecture logique vers Gibraltar sans garantir que le sous-marin l'ait reçu comme prévu. En d'autres termes, bien avant que quiconque ne découvre une plaque au fond de l'océan, il existait déjà une trace documentaire où les commandements alliés admettaient par écrit qu'ils construisaient la trajectoire sur des suppositions opérationnelles, non sur des confirmations. Et lorsque, des décennies plus tard, les archives continuaient de défendre Rabat/Gibraltar, ce n'était pas seulement de l'obstination, c'était l'inertie d'une carte qui, depuis 1945, avait été dessinée avec un mot dangereux pour l'histoire, en supposant. Pour le grand public, pourtant, rien ne semblait devoir changer. Les registres continuaient de pointer vers le Maroc et Gibraltar. Personne n'avait présenté de preuves matérielles capables d'imposer la réouverture du dossier. Si la documentation affirmait que le U-869 avait été coulé dans les eaux africaines, pourquoi n'existait-il aucune confirmation tangible de son lieu de repos final? La réponse se trouvait, enfouie à environ 100 km au large des côtes du New Jersey. La plaque du New Jersey, la pièce maîtresse. Le 2 septembre 1991, une équipe civile de plongée sportive suivit une indication transmise par un ancien canal. Quelques mois plus tôt, un capitaine local surnommé Skeets Frinks avait confié à Bill Nagel, alors chasseur d'épaves chevronné, que ses filets s'accrochaient à quelque chose de gros au fond. L'échange fut direct. Des coordonnées contre un autre emplacement riche en poissons, un troc courant entre marins et explorateurs sous-marins. À bord de son bateau, le RV Seeker, Nagel organisa la sortie. Sous la surface,
le chef plongeur John Chatterton éclaira la silhouette de sa lampe et confirma l'impensable. C'était un U-boot allemand, intact mais sans identité. La découverte ne surprenait pas seulement, elle contredisait. Selon les registres alliés et les évaluations d'après-guerre, le U-869 était perdu près de Rabat depuis le 28 février 1945, attribué à une attaque de l'USS Fowler et du patrouilleur français, l'Indiscret. Cette action, que le renseignement naval américain avait alors classée B, probablement coulée, devint une certitude répétée pendant des décennies. En conséquence, pour l'histoire officielle, il n'avait aucun sens qu'un sous-marin allemand de ce type se trouve au large du New Jersey. Sur cette côte, en théorie, il n'en manquait aucun. Dans le jargon des commissions anti-sous-marines, B, probablement coulé, n'équivalait pas à confirmer. C'était le niveau attribué lorsque l'attaque paraissait décisive, mais que manquaient des preuves matérielles typiques, débris, corps, identification par numéro de série, pour atteindre une certitude absolue. Les plongeurs ne pouvaient pas non plus résoudre la question d'un seul coup. La seule chose claire était le modèle. Par sa structure et ses dimensions, l'épave correspondait à un Type 9C/40, un sous-marin océanique de longue portée. Cela ouvrait une liste de candidats et en même temps, un problème. Sans numéro de coque, tout nom pouvait n'être qu'un mirage. Par discrétion et pour éviter les pillages, ils décidèrent de garder la découverte secrète en attendant de revenir collecter des preuves. Dans les conversations internes, l'épave fut surnommée U-Hoo, un sobriquet qui faisait de l'absence d'identité le cœur du mystère. Le type 9C/40 n'était pas un détail. C'était le coureur océanique de la flotte sous-marine allemande, conçu pour traverser l'Atlantique avec une autonomie suffisante et opérer loin de l'Europe. Sa configuration standard comprenait 6 tubes lance-torpilles et jusqu'à 22 torpilles. Une combinaison qui expliquait pourquoi, si cette coque était réellement un IXC/40, elle appartenait alors à un groupe restreint de U-boots capables d'atteindre la côte Est dans la phase finale de la guerre. L'identification exigeait en outre un type de plongée qui n'admet aucune improvisation. À 73 mètres, l'air comprimé conventionnel devient un risque en raison de la narcose à l'azote et de la toxicité de l'oxygène et impose l'utilisation de mélanges comme le trimix, composé d'hélium, d'azote et d'oxygène, afin de préserver la lucidité et d'allonger légèrement le temps utile au fond. À cette profondeur, la pression partielle d'oxygène s'approche de niveaux associés à la toxicité et la charge narcotique de l'azote peut altérer des décisions simples en quelques secondes. Le trimix n'était pas un caprice technique, c'était la différence entre enquêter avec discernement ou le faire avec l'esprit altéré, précisément au moment où une lecture erronée, un numéro, une plaque, une marque, pouvait ruiner des mois de travail. Même ainsi, chaque descente était une course. 20 à 30 minutes de travail, suivies de plus d'une heure de palier de décompression. Au cours de l'année 1992, des objets commencèrent à remonter à la surface. Des fragments de porcelaine ornés d'une croix gammée, des outils corrodés et des équipements techniques confirmaient l'origine allemande et une chronologie des années 40, mais aucun ne révélait qui. En inspectant la coque, un détail significatif apparut. Le sous-marin était équipé d'un schnorchel, un dispositif installé massivement sur les U-boots à partir de 1944 pour opérer en immersion tout en rechargeant les batteries. Cette pièce correspondait à un sous-marin tardif comme le U-869, sans toutefois le démontrer à elle seule. L'état général de la coque attirait également l'attention. Endommagée, certes, mais ni brisée en deux ni désintégrée, comme si la fin n'avait pas été une destruction totale visible de l'extérieur. Le schnorchel constituait aussi un indice chronologique. Son adoption tardive répondait à la nécessité allemande de réduire l'exposition en surface lorsque le radar allié et les patrouilles aériennes dominaient déjà l'Atlantique. Mais cet avantage avait un coût. Opérer à profondeur de schnorchel obligeait à avancer plus lentement avec un mât vulnérable à la détection, rendant plausible qu'un U-boot de 1944 à 1945 ait disparu en silence sans laisser un combat clair dans les archives. La première piste nominative apparut en 1993, minuscule mais décisive. Dans le sédiment d'un compartiment, Chatterton récupéra un couteau de table rouillé. En le nettoyant du pouce, il distingua des sillons sur le manche, une inscription.
De retour en surface, à la lumière stable, ils purent la lire. Orenburg. À cet instant, l'épave cessa d'être seulement un objet militaire et devint un lieu habité par des personnes concrètes, avec des effets personnels marqués pour le réfectoire de bord. La recherche du nom les mena aux archives. Richie Kohler écrivit à la Deutsche Dienststelle à Berlin, responsable des registres de pertes, et reçut une confirmation inattendue. Un seul marin portait ce nom dans le service sous-marin. Il s'appelait Martin Orenburg et figurait comme radiotélégraphiste, Funkmeister, du U-869. La déduction semblait presque automatique. Si le couteau appartenait à Orenburg, l'épave devait être le U-869. Le U-Hu paraissait résolu. Vint alors le choc frontal avec l'histoire écrite. En 1994, Chatterton et Kohler se rendirent aux archives des U-Boots à Altenbruch, dirigées par Horst Bredow, ancien officier et conservateur des dossiers. Ils y présentèrent le schéma technique du sous-marin et l'histoire du couteau. Bredow confirma que Martin Orenburg faisait partie de l'équipage du U-869, mais rejeta la conclusion pour une raison qu'il jugeait définitive. Selon la documentation allemande, le U-869 avait été perdu le 28 février 1945 près de Rabat. Il ne peut pas être au large du New Jersey, insista-t-il. Ce moment transforma l'affaire. Il ne s'agissait plus d'un mystère d'identification, mais d'une contradiction entre preuves matérielles et registres officiels. Si l'archive était correcte, le couteau devait s'expliquer par des hypothèses forcées. Un échange de couverts, une perte accidentelle au port, un transfert préalable de son propriétaire vers une autre unité. Aucune option ne s'accordait vraiment, mais le poids d'un demi-siècle de documentation imposait aussi la prudence. Au sein même de l'équipe, le scepticisme apparut. Certains plongeurs se retirèrent du projet, estimant que la piste la plus prometteuse pouvait ne pas suffire. De plus, Bill Nagel tomba gravement malade et s'éloigna de la plongée active. Il mourrait sans voir l'issue de l'enquête. Avec moins de mains et davantage de pression, l'objectif devint technique. Trouver une preuve indépendante d'un objet personnel. Ils savaient où chercher. Les U-Boots portaient des codes de fabrication et des plaques sur leurs équipements. Moteurs, périscopes, instruments. Et des pièces comme l'USO, le système de visée sur le kiosque, pouvaient confirmer modèles et séries. Mais pour atteindre ces zones, il fallait pénétrer dans des espaces étroits à demi ensevelis, en remuant les sédiments avec une extrême précaution afin de ne pas perdre toute visibilité. En 1995, Kohler remonta un appareil UZO du kiosque et constata qu'il correspondait à un modèle compatible avec la classe IXC/40, sans toutefois mentionner le nom du sous-marin. La même année, à la poupe, Chatterton découvrit une boîte de pièces détachée du système électrique portant des numéros gravés. En les comparant à la documentation, ils constatèrent qu'ils correspondaient aux plages attendues pour des équipements installés sur le U-869. Il manquait encore la seule preuve capable de clore le débat sans contestation, une plaque portant l'identifiant de la coque. La preuve arriva le 31 août 1997, après 6 années d'efforts et au prix humain que l'équipe portait en silence. Lors d'une incursion dans la salle des machines, Chatterton aperçut sous une couche de vase une plaque métallique vissée sur un générateur. Il la détacha, la remonta à bord du Seeker et la nettoya sur le pont. Les lettres apparurent nettement. U-869. Ce n'était pas une interprétation, c'était le numéro d'unité. À cet instant, la version admise depuis un demi-siècle cessa de tenir. Le sous-marin que les archives situaient dans l'Atlantique oriental reposait sans aucun doute dans l'Atlantique occidental au large du New Jersey. La contradiction fut tranchée en faveur de la preuve matérielle, mais le mystère ne se referma pas. Il se précisa. Si le U-869 était là, alors la question n'était plus « qui est-ce ?» mais que s'est-il réellement passé pour qu'il termine à cet endroit sans laisser de récit de combat l'expliquant? Et cette réponse, enfermée dans une coque d'acier à 73 mètres de profondeur, exigeait plus qu'une plaque. Elle exigeait de reconstituer la fin. Le visage humain du U-869, ceux qui sont morts en plongeant. En 1991, le projet subit sa première perte. Steve Feldman, plongeur expérimenté de l'équipe initiale, perdit connaissance alors qu'il explorait le sous-marin et disparut à l'intérieur du périmètre.
Ses compagnons ne parvinrent pas à le secourir sur le moment et le corps fut emporté par le courant. Il ne fut retrouvé que 6 mois plus tard, un délai qui empêcha de déterminer avec certitude s'il s'agissait d'une narcose ou d'un blackout en profondeur. La mort de Feldman provoqua une réaction immédiate au sein même de la communauté. Plusieurs plongeurs furent profondément ébranlés et certains décidèrent de ne plus jamais retourner sur l'épave. Parmi ceux qui continuèrent, une conclusion technique s'imposa et conditionna la suite de l'affaire. Ils plongeaient plus profond que ce que la marine des États-Unis considère comme sûr, et à ces profondeurs, l'oxygène devient toxique. Une formule qui circula comme un avertissement interne plus que comme une dramatisation. Ce choc obligea à modifier la logique des plongées. L'équipe renforça les protocoles et adopta systématiquement des gaz mélangés afin de réduire la narcose et les risques associés, sachant qu'aucune mesure n'éliminait le danger réel du site. La priorité devint de réduire les variables, moins de pénétration sans objectif précis, davantage de tâches définies, et l'obsession de remonter à la surface avec une donnée vérifiable justifiant la descente. En 1992 survint la tragédie qui marqua définitivement le projet et le rendit controversé même parmi les plongeurs techniques. Chris Rouse, père, et Chris Rouse Jr., fils, descendirent en commettant l'erreur d'utiliser de l'air comprimé normal et non des gaz mélangés, car ils recherchaient une pièce précise, le journal de bord, le document susceptible d'expliquer de l'intérieur la dernière patrouille. Lors de l'incursion dans la cambuse, le jeune homme s'engagea dans un compartiment étroit et quelque chose s'effondra sur lui, le laissant coincé sous un équipement tombé et enveloppé de sédiments, incapable de bouger ou de voir pendant près de 30 minutes. Le père, qui attendait à l'extérieur, finit par entrer désespéré et réussit à le libérer au milieu des débris. Mais ce sauvetage consomma une ressource qui, à cette profondeur, ne se récupère pas, le temps et l'air. Une fois hors de la coque, père et fils ne parvinrent pas à retrouver les bouteilles de secours qu'ils avaient laissées attachées à l'extérieur et commencèrent à paniquer par manque d'air. À ce moment-là, ils prirent la décision fatale. Remonter immédiatement depuis 70 mètres sans effectuer les paliers de décompression. La conséquence fut physiologique et rapide. Après un séjour prolongé en profondeur, les tissus étaient saturés de gaz inertes et une remontée brutale favorise la formation de bulles, déclenchant un syndrome de décompression aiguë. En surface, Rouse Jr. était paralysé des jambes et son père s'effondra presque aussitôt. L'équipe le hissa à bord tandis qu'elle tentait de soutenir le fils. Chris Rouse père eut encore la force d'insister pour que l'on s'occupe d'abord de son fils et il mourut à l'arrière du bateau quelques minutes plus tard alors que la garde côtière était contactée. Un hélicoptère évacua le jeune homme, mais il décéda quelques heures plus tard dans le caisson hyperbare de l'hôpital, malgré les tentatives de recompression. En 2 saisons, le Yoo-Hoo avait déjà fait 3 victimes, Feldman et les 2 Rouse. Ce chiffre transforma le projet, de l'extérieur comme de l'intérieur. Pour de nombreux plongeurs du milieu, l'épave cessa d'être un défi acceptable et devint un risque injustifiable. Certains commencèrent à parler de malédiction, mais l'effet décisif fut opérationnel. Abandon, doute et fracture de l'équipe d'origine. La question qui resta en suspens était sèche et concrète. Si même des plongeurs aussi compétents avaient succombé, étaient-ils censés de continuer? Cette usure s'aggrava avec une autre perte à terre. En 1993, Bill Nagel, associé à la découverte initiale, mourut à 41 ans de complications de santé liées à l'alcoolisme. Le projet perdit son initiateur et, avec lui, une partie de son soutien logistique et de son élan. Parallèlement, la communauté locale se divisa également face à l'incertitude. Après la confrontation avec les archives allemandes et l'absence d'une plaque concluante, certains plongeurs quittèrent l'affaire, ne voulant plus risquer leur vie sans garantie que le mystère puisse être résolu. Ce qui maintint le projet en vie fut un noyau restreint qui réorganisa l'enquête avec une mentalité médico-légale. Chatterton et Kohler refusèrent d'abandonner et retournèrent sur l'épave, déterminés à trouver une preuve qui mettrait fin à la contradiction une fois pour toutes. Parmi les persévérants figurent des noms précis. Kevin Brennan, John Jurga et le dessinateur sous-marin Dan Crowell, car le changement ne concernait pas seulement qui descend, mais la manière de documenter ce qui était observé. À l'intérieur,
où la visibilité pouvait s'effondrer, les croquis et repères répétés de Crowell apportaient quelque chose que la mémoire ne garantit pas. Des itinéraires, des points de virage et des marques fixes permettant de revenir à des zones précises, sans improvisation. Ce type de documentation transformait chaque descente en opération de vérification. Entrer, confirmer un point, enregistrer une marque et sortir sans faire de la coque un labyrinthe mortel. L'enquête cessa de dépendre d'anecdotes pour reposer sur des relevés reproductibles. Après l'accident de 1992, l'équipe prit également une décision peu visible mais cruciale. Analyser en vidéo les erreurs ayant conduit au désastre comme s'il s'agissait d'une autopsie opérationnelle, en utilisant cette révision pour corriger les procédures et éviter de répéter la séquence qui avait coûté la vie au père et au fils. Cette approche ne compensait pas la perte, mais elle transformait la tragédie en base d'apprentissage pour la suite du projet. Pour Kohler, continuer avait en outre un sens moral explicite. S'il renonçait, personne d'autre ne descendrait avec la patience nécessaire pour corriger le dossier, et 56 marins resteraient à jamais liés à une version erronée. Pour Chatterton, abandonner revenait à accepter que l'épave demeure une rumeur sans valeur historique, incapable d'obliger les archives à se rectifier. Cette combinaison de responsabilité et d'exigence de preuve soutint l'affaire alors qu'il ne restait plus rien qui ressemble à une aventure. Avec le temps, une autre obligation s'imposa, le respect. À l'intérieur de la coque se trouvaient des restes humains et l'équipe établit des règles strictes de conduite afin de ne pas perturber le site ni en faire un spectacle. Le U-869 commença à être traité comme un sanctuaire sous-marin, un lieu de repos final pour ses 56 membres d'équipage, auquel on accède avec un devoir de mémoire, non dans une logique de pillage. Lorsque les preuves matérielles permirent de corriger la carte, l'affaire cessa d'être uniquement technique et devint humaine sur la terre ferme. Les histoires d'Ingrid Orenburg, de Barbara Bowling et de Herbert Guszewski illustrent le même phénomène. Pendant des décennies, les familles vécurent avec des coordonnées erronées ou des formules vagues, et la vérité arriva tard, mais elle arriva avec des preuves. Dans de nombreux cas, veuves, parents ou frères et sœurs moururent sans réponse, et ce furent les générations suivantes, fils, filles, neveux, qui purent enfin savoir où et comment leurs proches avaient trouvé la mort. Kohler consigna des contacts avec les familles et, lorsque cela fut possible, restitua des objets qui avaient servi de lien personnel au sein d'une enquête dominée par le métal et les chiffres. En 1998, par exemple, il rapporta sa rencontre avec Barbara Bowling, qui avait vécu un demi-siècle avec une version héritée de 1945 sur le destin du sous-marin, et reçut pour la première fois une explication fondée sur des preuves. La conclusion humaine la plus étrange vint d'un survivant sans naufrage. Herbert Guszewski, second opérateur radio, n'embarqua pas en raison d'une pneumonie et d'une pleurésie et passa 55 ans à croire la version officielle. En 1999, en découvrant l'affaire à la télévision, il déclara que le souvenir le secoua intérieurement, raviva des cauchemars et lui rendit des noms précis de camarades, comme si la patrouille n'avait jamais pris fin. Guszewski contacta les producteurs du documentaire et put enfin apprendre le destin réel des hommes avec lesquels il avait servi. En 2001, une plongée commémorative fut organisée sur le U-869 afin de rendre hommage à l'équipage ainsi qu'aux plongeurs morts durant la recherche. À ce stade, l'affaire avait déjà produit 3 résultats irréversibles: un lieu réel, une identité démontrée et des familles informées avec des preuves. Il manquait encore la dernière pièce pour clore l'arc historique sans faille, reconstituer la nuit de 1945 et expliquer pourquoi une attaque réelle avait pu être archivée pendant des décennies comme sans dommages. La nuit du 11 février et la correction du registre. La nuit du 11 février 1945, le convoi CU-58 avançait à l'est du New Jersey, lorsque les destroyers d'escorte Howard D. Crowe et Coyner détectèrent un contact sous-marin au sonar. Le Crowe attaqua le premier et, peu après, les rapports consignèrent une explosion sous l'eau. Le Coyner lança ensuite des charges de profondeur sur le même point et l'action fut associée à 2 détonations. Pourtant, en surface, rien n'apparut qui permette de signer la victoire. Seulement des indices partiels comme du pétrole et des bulles sans débris identifiables. Ce vide visuel fut décisif.
L'escorte ne pouvait pas immobiliser le convoi pendant des heures pour ratisser la zone, et le commandant du Coiner alla jusqu'à envisager que le contact ait pu être un faux écho, voire une vieille épave reposant sur le fond. Dans ce doute, le combat fut classé sous l'étiquette qui tue toute histoire. G, aucun dommage. Ce n'est qu'après-guerre, lors de révisions ultérieures, que l'incident fut requalifié en B, probablement coulé. Mais cette correction resta enfouie parmi des centaines de dossiers et ne devint jamais la version officielle dominante. L'arme clé du premier assaut fut le Hedgehog, un mortier lançant 24 projectiles en avant du navire d'escorte. Contrairement aux charges de profondeur, il ne détonne qu'en cas de contact avec la coque. Sans impact, aucune explosion n'est visible en surface. Tiré en maintenant le contact sonar jusqu'à la dernière seconde, il supprime l'angle mort à courte distance. Résultat, un coup potentiellement létal sans feu d'artifice en surface, cohérent avec la présence de pétrole et de bulles, mais sans débris visibles. C'est pourquoi l'erreur persista pendant des décennies. Si les archives allemandes continuaient de situer le U-869 en route vers l'Atlantique oriental, les analystes alliés avaient tendance à le replacer là où il devait se trouver, et non là où il avait réellement disparu. Ainsi, l'attaque de Rabat finit par servir de case commode pour refermer la carte, malgré la fragilité de son fondement. Le résultat fut un fait administratif, non une certitude. Une perte résolue, sans l'élément qui la rend irréfutable, une coque localisée. Sans débris en surface ni preuves récupérables, de nombreuses attaques n'accédaient pas aux catégories supérieures et ne donnèrent pas lieu à un rapport de destruction. Ce mécanisme administratif explique pourquoi le combat du 11 février resta neutralisé sur le papier pendant des années. Lorsque le sous-marin déjà identifié obligea à rouvrir le dossier, le tournant ne vint pas d'une intuition mais d'une méthode. Gary Gentile examina les journaux de guerre et reconstitua la seule action anti-sous-marine correspondante à la date et à la zone, l'attaque du Crow et du Coiner le 11 février. Dès lors, la question changea. Il ne s'agissait plus de savoir s'il y avait eu combat, mais pourquoi ce combat avait été neutralisé sur le papier. La clé finale se trouvait dans le métal. En réévaluant l'épave à la lumière de ce cadre, un fait matériel difficilement compatible avec un accident unique fut mis en évidence. La coque présentait deux zones majeures de dommages, séparées de 75 pieds. Ce schéma correspondait davantage à une séquence d'attaques comportant deux événements explosifs qu'à une seule détonation isolée. La charge militaire de la torpille acoustique allemande T5 contenait 604 livres d'explosifs, tout comme une charge de profondeur américaine Mark VII. Moyers souligna qu'avec des fusées réglées à 200 pieds et le sous-marin reposant par 224 pieds de fond, une détonation pouvait se produire pratiquement au contact de la coque résistante, suffisamment près pour expliquer des dommages extrêmes. De plus, la position connue de l'épave se situait à 4,5 milles de la position signalée de l'attaque. Un écart minime pour la navigation et la lutte anti-sous-marine en 1945 est trop faible pour être ignorée. Avec ces éléments, la correction ne dépendait plus d'interprétation. En juin 2005, l'historien Harold Moyers, dans le cadre de la garde côtière des États-Unis, conclut que le U-869 avait été coulé le 11 février 1945 par l'action combinée du Howard D. Crow et du Coiner au large du New Jersey. Peu après, uboat.net mit à jour la fiche du sous-marin avec cette révision de destin, retirant l'attribution traditionnelle à Rabat et restituant le crédit au combat resté dissimulé derrière une seule lettre. Derby House traquait les sous-marins avec une carte. L'Atlantique se gouvernait par des décisions rapides fondées sur des indices, caps probables, échos intermittents et signaux radio de quelques secondes. Ce système sauvait des convois en temps réel, mais laissait un problème structurel pour tout dossier. La différence entre neutraliser et confirmer dépendait de preuves matérielles qui bien souvent n'apparaissaient pas. Le centre britannique de cette coordination avait été transféré le 7 février 1941 à Derby House à Liverpool, où le Western Approach Command dirigeait la défense des routes transatlantiques dans un espace défini opérationnellement comme les Western Approach, le rectangle d'océan immédiatement à l'ouest des îles britanniques par lequel entraient les convois avant de recevoir leur escorte finale.
Dans sa salle des opérations, les cartes murales étaient un instrument destiné à émettre des ordres de route et à réassigner les escortes avec un minimum de délai, en partant du principe que chaque heure de retard pouvait déplacer le risque d'un cadran à un autre. À Londres, l'amirauté soutenait le second axe, l'Operational Intelligence Centre et, en son sein, la Submarine Tracking Room, une salle de traçage qui ne recherchait pas des certitudes parfaites, mais la continuité. Maintenir une image cohérente des déploiements, des routes plausibles et des zones de danger afin que les Western Approach et la Trade Division puissent recommander des déviations de convois. Son chef, le commandeur Roger Wynne, et son adjoint Patrick Beasley n'opéraient pas comme des chroniqueurs. Ils constituaient un nœud décisionnel quotidien, avec des appels fréquents à Liverpool lorsqu'il fallait ajuster la situation sans attendre l'arrivée de tous les rapports écrits. Ce tableau s'alimentait d'un mélange de sources qui coïncidaient rarement entre elles. Il y avait des observations d'aéronefs ou de navires, des contacts sonars d'escorte, des traces d'attaques telles que du pétrole, des bulles, des débris et, surtout, le renseignement d'origine électromagnétique. Dans l'Atlantique, le saut qualitatif fut qu'une transmission n'était plus seulement un contenu, c'était une position approximative. Le HFDF, High Frequency Direction Finding, travaillait sur la bande HF des communications à longue portée utilisées par les U-Boats pour parler à leur commandement. Son résultat était la direction d'où provenait le signal. Sur une carte, un relèvement devient 2 ou 3 lignes issues de points distincts permettant de circonscrire une zone. La différence décisive par rapport à la radiogoniométrie antérieure résidait dans le temps. Le HFDF était conçu pour obtenir des relèvements pratiquement instantanés, même si le sous-marin émettait très brièvement. Pour un commandement opérationnel, cela suffisait à des décisions de grande valeur. Ordonner à un convoi de se déporter de plusieurs dizaines de milles, demander une couverture aérienne sur un secteur ou placer un groupe d'escorte en barrière avant que le sous-marin n'entre en position de tir. Un relèvement peut être affecté par la propagation, par les interférences et par le fait fondamental que l'émetteur est mobile. Un sous-marin peut envoyer un message, changer de cap, varier sa profondeur et disparaître dans des conditions acoustiques qui dégradent le suivi. À cette difficulté s'ajouta un changement délibéré de l'ennemi lui-même. Pour réduire son exposition, la Kriegsmarine adopta l'usage intensif des courtes signals, des codes de signaux courts destinés à condenser des rapports standards et à les transmettre en un temps très réduit, avant de les chiffrer avec Enigma. La logique était claire. Plus le message est bref, moins l'adversaire a de chances de fixer un cap et de réagir. En théorie, c'était une défense contre des systèmes de radiogoniométrie nécessitant davantage de temps. En pratique, le HFDF était conçu pour cette guerre de seconde, si bien que la tentative allemande de parler moins réduisait le contenu disponible, sans éliminer le risque d'être localisé. Le résultat fut un échange direct. Des messages plus courts, des relèvements plus ambigus, mais plus fréquents sur le tableau. Du côté allié, le même problème existait à plus grande échelle. Comment transformer des signaux incomplets en ordre, sans révéler les sources les plus sensibles? En 1943, les États-Unis créèrent une structure spécifique pour cette coordination globale. La US 10th Fleet, un commandement fonctionnel qui ne naviguait pas avec ses propres navires, mais concentrait le renseignement et l'autorité pour diriger la chasse anti-sous-marine au plus haut niveau. Sa valeur reposait sur 2 ajouts organisationnels, une section Convoy and Routing et une section Operations Research, intégrée dans un système capable d'émettre des ordres avec moins de délai que la chaîne navale traditionnelle. Selon l'explication américaine elle-même, le renseignement ultra fut maintenu sous un régime extrême de « need to know ». À l'intérieur de ce circuit, seul un groupe très restreint traitait directement d'ultra, et nombre de commandements opérationnels ignoraient même son existence en tant que source. Cela obligeait à utiliser des couvertures plausibles pour justifier les décisions, HF-DF, observations visuelles et autres indices susceptibles d'étayer un ordre sans trahir son origine réelle. Autrement dit, le système pouvait réussir la manœuvre tout en laissant une trace documentaire délibérément incomplète afin de protéger la source. Ce même document introduit un élément peu connu mais décisif, l'identification par signature d'opérateur.
La 10th Fleet recevait, en plus des relèvements HFDF, ce qu'elle décrivait comme des fingerprint signatures d'opérateurs radio de U-boot obtenus en comparant des enregistrements d'oscillographes dans un système désigné sous le nom de TINA. Cela permettait d'associer un trafic à un schéma humano-technique, même lorsque le contenu était bref ou confus. Dans cette architecture, le U-869 s'inscrit comme un cas parfait d'erreur administrative. Tant qu'il demeura porté disparu, il n'était pas U-869 pour les tableaux alliés. Il était la trace codée OI, suivie entre l'Amirauté et Comminges. Dans cette correspondance fut consignée la vulnérabilité la plus importante de toutes. Une route construite sur des hypothèses raisonnables. Le 22 janvier 1945, l'Amirauté nota que le mouvement de OI était particulier, mais le traça néanmoins en supposant qu'il se dirigeait vers Gibraltar et demanda explicitement comment cet ordre lui avait été transmis. Quelques jours plus tard, Comminges admit un scénario techniquement plausible et potentiellement fatal pour toute version officielle. Qu'une erreur de transmission ou de chiffrement, un message corrompu, ait produit une lecture cohérente à terre sans garantir que le sous-marin l'ait reçue comme prévu. À l'échelle tactique, la même logique se répétait au sein de chaque escorte. Sur les destroyers escorts américains, la pièce maîtresse était le Combat Information Center, un espace proche de la passerelle doté d'un plot de communications internes et externes et de postes radars, où l'on fusionnait rapports visuels, contacts sonars et données radio afin de soutenir une image opérationnelle. Le CIC était conçu pour décider, classifier un contact, orienter le navire vers la meilleure interception et coordonner le moment de l'attaque. Le papier venait ensuite et sa qualité dépendait de ce que le CIC avait pu enregistrer en secondes et en minutes, non de ce qui se trouvait réellement sous l'eau. En combat anti-sous-marin, cette différence entre ce qui s'est produit et ce qui est enregistrable s'amplifiait en raison du milieu physique. Le sonar actif britannique, l'ASDIC et ses équivalents alliés pouvaient fixer une cible immergée, mais la propagation du son dans l'océan varie selon la température et les couches, et un contact peut se dégrader jusqu'à paraître intermittent. Pour une escorte protégeant un convoi, il n'existe pas toujours la marge nécessaire pour poursuivre pendant des heures une piste faible. Le commandant doit pondérer la menace sous-marine face à son devoir principal, qui est de maintenir le convoi sur sa route. En 1943, apparut en outre une menace qui modifia la relation entre défense et confirmation. Les torpilles à guidage acoustique dirigées contre les escortes. Lorsque ce type d'arme entra dans l'Atlantique, les escortes durent accepter un dilemme technique immédiat. Se protéger de la torpille pouvait impliquer de dégrader leur capacité de chasse. La réponse alliée fut le leurre acoustique remorqué, le système britannique Foxer et sa version américaine FXR, un noisemaker générant un bruit délibérément dominant pour attirer la torpille loin de la coque. La contrepartie était opérationnelle et décrite sans ambiguïté dans l'analyse américaine d'après-guerre. Le câble de remorquage limitait la manœuvrabilité, le bruit interférait avec le sonar et, de plus, pouvait avertir prématurément le sous-marin par ses hydrophones. Cela n'affectait pas seulement le combat, cela affectait la preuve. Avec une écoute dégradée, il devient plus difficile d'affirmer que le contact était un sous-marin réel, et plus encore de soutenir qu'il a été détruit. En pratique, une attaque anti-sous-marine pouvait s'achever sans preuve attribuable. Des bulles, une nappe de carburant ou des débris pouvaient apparaître sans marque récupérable, insuffisant pour relier la cible à un sous-marin précis. Ce manque d'éléments matériels alimentait la classification opérationnelle de l'époque où le résultat était enregistré comme contact sans dommage confirmé ou comme destruction probable selon le degré de vérification disponible. Cette même logique explique pourquoi le Hedgehog, malgré son avantage tactique, générait des rapports difficiles à soutenir. Pourtant, les Alliés ne dépendaient pas uniquement de charges et de mortiers. Ils attaquèrent aussi par le son depuis les airs. Le Mark 24, officiellement désigné comme mine afin de dissimuler sa nature réelle, était une torpille anti-sous-marine acoustique larguée par avion à guidage passif. Ces chiffres importent, car ils montrent un changement doctrinal, remplacer l'intuition par la probabilité. Le Mark 24 pesait 681 livres,
emportait 92 livres d'explosifs HBX, avançait à 12 nœuds et maintenait une recherche de 10 minutes, associée à une portée de 4000 yards. Environ 4000 unités furent produites. Pendant la guerre, 340 furent larguées, dont 204 employés contre des sous-marins avec 37 destructions et 18 dommages attribués. Ce bilan révèle la nature du problème. Même avec des armes avancées, la mer continuait de produire des combats où le résultat était probable plutôt que démontrable sur le moment. Pris ensemble, ces éléments expliquent pourquoi un convoi pouvait être sauvé sans que les archives puissent affirmer avec certitude quel sous-marin s'y trouvait. Et un sous-marin pouvait couler sans que le rapport puisse l'attester par un numéro et une localisation exacte. C'est pourquoi le cas du U-869 ne s'explique pas seulement par le combat du 11 février. Il s'explique par le parcours ultérieur du papier. Dans l'après-guerre, lorsqu'il fallut associer des disparitions à des actions enregistrées, le système tendit à ajuster chaque vide à un épisode cohérent, avec la route attendue. Si le tableau de 1945 avait déjà tracé OI vers Gibraltar, la tentation administrative était de clore le dossier là où il devait se trouver, même si la preuve matérielle était faible. Sans coque localisée, la différence entre opérationnellement raisonnable et historiquement certain devint une fissure durable. Et c'est précisément à ce point que cette guerre invisible devient tangible, lorsqu'un numéro gravé dans le métal oblige à rouvrir le tableau et à se demander si, la nuit du 11 février, l'escorte ne s'est pas trompée en attaquant, mais en décrivant ce qu'elle venait d'accomplir.